Bonjour Jérôme, Bonjour Grégory. très Bonjour tout le monde. heureux de t'accueillir pour cette série de discussions autour du concept du métaverse. Alors, on a commencé il y a quelque temps avec une vision générale. Après, on est passé un petit peu sur les personnes. C'était intéressant de focaliser un peu sur les gens qui allaient utiliser ce métaverse qu'on définira après, et puis voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme correspondance avec ce qui se passe actuellement dans les mondes virtuels, dans les réseaux sociaux. J'aimerais qu'avec toi, on travaille on revienne en fait au concept et peut-être à une échelle un peu plus méta, j'ose plus utiliser ce mot, mais je fais attention, à une échelle plus globale pour parler un petit peu de tout ça d'un point de vue de gouvernance, d'interopérabilité, etc. Parce que on l'a vu depuis quelques mois, ces sujets-là, quand même, sont extrêmement importants et profonds. On a même l'impression que plus on les creuse, plus on trouve à creuser. Donc, on va commencer déjà de façon simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Très bien. Je suis Jérôme Royan. Je travaille à l'Institut de recherche technologique BICOM sur les sujets de réalité augmentée. Dans mon passé, je viens d'Orange, sur lequel j'avais beaucoup travaillé sur justement ces mondes virtuels et ces plateformes de métaverse il y a un peu plus d'une dizaine d'années, liées aussi à tout ce qui est communication des données à travers le réseau. Mais aujourd'hui, oui, j'ai une focalisation plus particulière sur ce qu'on appelle les technologies AR Cloud, donc de déport, de calcul dédié à l'XR sur le cloud au sein de l'IRT. Alors, la première question, elle est un peu traditionnelle et un peu naïve, hein, mais on est obligé de la poser. Le métaverse, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, j'aurais répondu il y a 4-5 ans très facilement à cette question. Parce que à l'époque où je travaillais sur des projets européens type Solipsys, à l'époque de Second Life, la définition était à peu près claire. Elle était issue du livre de Neil Stephenson qui s'appelait Snow Crash, ou le samouraï virtuel en français. Et c'était tout simplement un monde virtuel partagé dans lequel on incarnait un avatar et on pouvait naviguer librement, interagir avec d'autres avatars et avec un décor. Et on pouvait aussi créer des contenus dans ce métaverse. Donc la définition était assez simple, hein, et à l'époque, je me rappelle de Second Life, il y avait énormément d'usages. Il y avait bien entendu beaucoup d'industriels qui avaient investi dans ces métaverses. Je me rappelle d'Adidas qui avait des magasins en ligne, de IBM ou de Microsoft qui faisaient des entretiens d'embauche qui avaient leur propre bureau virtuel. Des artistes, hein, je me rappelle de Patrick Moya qui avait toutes ses œuvres, numérisé toutes ses œuvres. Il avait carrément des archives sur son île Second Life dans lequel il stockait l'ensemble de ses œuvres et il pouvait faire visiter auprès de ses clients, montrer l'ensemble de ses œuvres. Donc il y avait énormément d'usages, hein, de ces métaverses à travers Second Life, ce qui était plutôt intéressant. Après, voilà, ça c'est un petit peu, il y a eu un petit flop, c'est-à-dire que très bien, on pouvait avoir énormément d'usages. Maintenant, il y avait énormément d'îles et l'activité n'était pas non plus si forte. C'est-à-dire qu'on avait tendance à aller dans ces environnements virtuels. Pour une bonne partie des utilisateurs, il n'était pas toujours simple de naviguer dans des environnements virtuels. Donc, c'était quand même plutôt spécifique on va dire, à des gamers. Le- le- la facilité d'interaction n'était pas là. Et puis, il fallait qu'on retrouve l'endroit où il y avait du monde, des animations, et on arrivait souvent sur des îles où on se baladait un peu tout seul. Donc, il y avait aussi ces difficultés, ce qui fait que ça, voilà, au bout d'un moment, le buzz autour de Second Life s'est un peu calmé. Et voilà. Donc, depuis peu est arrivé des dispositifs de réalité virtuelle qui ne sont pas nouveaux, mais à des prix très très bas, accessibles. Donc, ça a relancé un petit peu ce sujet des métaverses avec une facilité de navigation qui est bien meilleure. Il y a un niveau d'immersivité qui est meilleur. Et donc, le sujet des métaverses de type Second Life couplés à des technologies de réalité virtuelle semble à nouveau pertinente et refait le buzz actuellement. Donc voilà, la définition, un environnement virtuel partagé dans lequel on incarne un avatar. Après, quitte à chacun d'utiliser un dispositif de réalité virtuelle pour pouvoir naviguer dans ces métaverses. Alors, tu as travaillé, toi, à la fois sur de la réalité virtuelle et sur de la réalité augmentée.
Aujourd'hui, est-ce que pour toi, le concept de métaverse utilise ces deux technologies? Est-ce qu'on mixe réellement, enfin, est-ce que dans l'idée, on veut mixer le réel et le virtuel? Donc, contrairement à ce qu'on imaginait avec Second Life, par exemple, on ne va pas dans un monde virtuel, mais on peut tout à fait intégrer des éléments virtuels dans le réel ou aller complètement dans le virtuel. Est-ce que tout ça, tout ça est lié pour construire cette idée du métaverse qu'on voit un peu fleurir partout? Alors, c'est une question de maturité des technologies. Aujourd'hui, les technologies de réalité virtuelle sont matures. Oui, utiliser un casque de réalité virtuelle pour aller naviguer dans un métavers, c'est tout à fait envisageable et tout à fait pertinente. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est les technologies de réalité augmentée qui ont un niveau de maturité moindre. Je m'explique. On imagine un métaverse. En effet, on parle beaucoup de jumeaux numériques et on imagine un métaverse comme ayant une sorte de copie du monde réel dans lequel on pourrait potentiellement déposer des contenus virtuels dans le monde réel qui soient accessibles par tout à chacun. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de technologie suffisamment précise pour en permettre d'avoir une expérience de réalité augmentée à large échelle. On va souvent s'appuyer sur le GPS, sur le gyroscope, c'est un peu ce qu'on a dans les Pokémon, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà très bien. On n'est pas vraiment dans une solution de réalité augmentée qui va s'appuyer sur les capteurs vision. On parle beaucoup d'ARKit, d'ARCore, on parle des casques HoloLens. Et tous ces dispositifs s'appuient sur des capteurs, des caméras. Et ces caméras, aujourd'hui, elles fonctionnent à l'échelle d'une pièce. Pour se localiser, elles ne fonctionnent pas à l'échelle de la planète. Elles ne fonctionnent pas, on ne va pas pouvoir naviguer dans la ville, revenir chez soi, aller au bureau et finalement avoir un système qui fonctionne n'importe où. Donc, tant qu'on n'a pas des technologies de réalité augmentée qui puissent fonctionner de manière suffisamment précise à l'échelle de la planète, malheureusement, on aura des difficultés à avoir un vrai métaverse en réalité augmentée dans lequel on puisse déposer du contenu n'importe où. Donc aujourd'hui, il y a une focalisation toute particulière des grands acteurs qui investissent dans les métaverses sur plutôt un usage en réalité virtuelle. Cependant, ils investissent en parallèle sur le développement technologique de solutions qui s'appellent AR Cloud pour justement avoir des systèmes de réalité augmentée qui puissent fonctionner à très très large échelle et pourquoi pas à l'échelle d'une ville. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc, à ta réponse aujourd'hui, plutôt réalité virtuelle, mais évidemment, la préparation, on va dire à un horizon 5-10 ans, c'est une bascule aussi vers la réalité augmentée. Pourquoi aussi un intérêt de la réalité augmentée? Ce qu'on a pu observer chez nous, c'est que la réalité virtuelle a quand même une limite. La limite, c'est le fait qu'on n'est plus connecté au monde réel. La limite, c'est une sorte de crainte lorsqu'on met un casque de réalité virtuelle. J'appelle ça de la désincarnation. Beaucoup d'acteurs souhaitent justement que l'utilisateur se sente incarné par une représentation de son corps, de ses mains en réalité virtuelle. Et ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on met un casque de réalité virtuelle, on laisse notre enveloppe corporelle dans le monde réel et notre imaginaire est plutôt dans l'environnement virtuel. Et ça peut être perturbant pour un certain nombre d'utilisateurs. Ne plus avoir le contrôle sur son enveloppe corporelle, on est assis dans son canapé, très bien, on met le casque de réalité virtuelle. Par contre, on n'a plus conscience de ce qui se passe dans le monde réel. Et ça peut être, on va dire, une contrainte assez forte pour un certain nombre d'acteurs. Donc moi, je suis persuadé que, en effet, pour l'instant, on va avoir un métaverse en réalité virtuelle, mais qui va s'étendre vers de la réalité augmentée. Et là, on va adresser un public beaucoup plus large, à condition qu'on ait des solutions de réalité augmentée qui fonctionnent à large échelle. Alors, tu as parlé d'un AR cloud, donc à l'échelle, on va dire, de la planète, hein, Mm. pour partager cette notion de positionnement, enfin d'accès à du positionnement pour pouvoir augmenter en un lieu donné, dans des conditions données. Tu as parlé aussi de réalité virtuelle avec la possibilité d'aller dans un monde, etc. Et un des concepts intéressants qu'on voit fleurir sur le métavers, c'est l'interopérabilité. Peut-être qu'il faut faire un point sur cette question d'interopérabilité. Est-ce que pour toi, c'est important, primordial? Est-ce que ça nous amène vers un ou plusieurs métaverses? Comment tu vois cette notion arriver dans nos vies quotidiennes, en fait? En fait, un système de réalité augmentée ou de réalité virtuelle intégré à un métaverse reste un système relativement complexe. Et en fait, on a un ensemble de composants interconnectés qui sont mis en œuvre pour pouvoir justement vivre cette expérience d'immersion dans ces métaverses. On a d'abord un volet qui est lié au
dispositifs, au matériel. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs, des caméras, par exemple, des capteurs inertiels embarqués dans nos dispositifs. On va avoir des dispositifs d'interaction. On va pouvoir, par exemple, interagir avec les mains. On va avoir aussi un système d'affichage. Donc, il y a déjà une première interopérabilité entre le hardware et les couches logicielles. Et pour cette partie-là, aujourd'hui, un consortium qui est clé dans ce domaine-là, c'est le groupe Chronos, qui travaille par exemple sur la normalisation et sur le standard OpenXR. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ce sujet est traité et avance bien avec des applications de la plupart des acteurs du domaine de la réalité virtuelle. Maintenant, après, il y a toute la partie données. C'est-à-dire que toutes les données qui seront affichées dans le métaverse vont aussi devoir respecter un format de données, s'appuyant sur un standard. Il y a une multitude de formats de modèles 3D existants. Aujourd'hui, il y en a même trop, il y en a plus d'une centaine. Maintenant, il y en a certains qui commencent à sortir du lot. Encore une fois, essentiellement portés soit par le groupe Chronos, soit par MPEG, qui travaille aussi sur ces sujets, mais pas que. Et donc là, on va pouvoir avoir aussi un début d'interopérabilité au niveau des contenus qui seront affichés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et si on a différents formats, on va pouvoir aussi transcoder les contenus d'un format à un autre, les convertir. Donc ça, on est plutôt sur des choses qui avancent bien. Le dernier volet, ça va être justement sur ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle, aujourd'hui, pour se localiser, créent des cartographies de l'environnement 3D. C'est un peu comme l'humain. L'humain, il a ses yeux, et pour nous localiser, on va créer une cartographie mentale, et à partir des observations que l'humain fait avec son système visuel, il va le comparer à sa connaissance qu'il a du monde 3D pour se localiser. Un système de réalité augmentée fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vous mettez un HoloLens ou lorsque vous utilisez une tablette avec ARKit ou AirCore, il y a ce qu'on appelle un SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, qui tourne derrière. Et ces dispositifs, à partir des caméras, vont créer une cartographie de l'environnement. Et c'est cette cartographie qui va permettre de localiser l'utilisateur. Et c'est cette localisation qui va permettre d'avoir cet effet de réalité augmentée, c'est-à-dire d'avoir cet alignement des objets virtuels avec le monde réel. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va devoir passer à l'échelle. Donc, on va avoir des cartographies, potentiellement à l'échelle d'une ville, voire de la planète, qui vont être créées par ces dispositifs. Et on est bien, évidemment, ces cartographies vont pouvoir être hébergées sur dispositifs. Donc, elles vont être déportées sur le cloud. Et là, va se poser la question, finalement, de l'interopérabilité aussi de ces cartographies 3D de l'environnement réel qui vont devoir être interopérables. Parce que sinon, on va se retrouver avec un métaverse et un système de localisation propre aux plateformes iOS, une autre propre à Android, une autre propre à Microsoft. Et malheureusement, on aura un manque d'interopérabilité et du coup des métaverses un peu spécifiques pour chacune des plateformes. Donc ça risque d'être une contrainte assez forte. Donc en fait, l'interopérabilité, elle intervient à différents endroits, sur les données, sur la connaissance du monde nécessaire à ces dispositifs de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle à large échelle, mais un peu moins, parce qu'on reste plutôt dans un espace physique limité en réalité virtuelle, et puis au niveau de l'interfaçage entre le hardware et la partie logicielle. Donc Alors, beaucoup de travaux sur le domaine. ouais, si on suit ta logique, on peut même imaginer un autre niveau, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un autre niveau parce qu'on reste dans les données, où on va parler plutôt des profils des utilisateurs. Et dans ce cas, on va pouvoir se poser la question de passer de quelque chose à autre chose, en tout cas d'un opérateur, je vais plutôt dire comme ça, d'un opérateur du métaverse à un autre opérateur, avec la possibilité de transférer, en tout cas d'apporter ses données, son propre profil, ses propres contraintes. Ce qui Alors, si on sort un peu de la technique et qu'on imagine plutôt le côté économique, peut avoir deux, trois problèmes. Ce n'est pas vraiment un problème, mais en tout cas, ça va poser deux, trois questions, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la valeur quand même est plutôt dans ces données personnelles. Et donc, convaincre des opérateurs de les faire passer de l'un à l'autre tranquillement et de la façon la plus fluide possible, ça peut être intéressant comme sujet. Est-ce que tu penses que c'est, comment dire, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que côté entreprise, on a un intérêt ou on voit un intérêt à aller vers cette espèce d'interopérabilité ou on reste plutôt dans quelque chose qui ressemble finalement assez à l'Internet actuel, c'est-à-dire des grands écosystèmes dans lesquels on va avoir une certaine possibilité de transfert, mais
entre écosystèmes, on reste avec des belles frontières et on évite de s'échanger les personnes. Alors, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années dans le domaine de la réalité virtuelle. On a eu au départ 2 acteurs, Oculus, HTC, puis après arrivé d'autres acteurs qui ont poussé leur cas sur la réalité virtuelle. Il y avait ces 2 acteurs au départ qui avaient une sorte d'avance technologique, qui étaient les premiers à arriver sur le marché, à proposer un cas de réalité virtuelle sur le marché. Et forcément, ces 2 acteurs ont voulu pousser une sorte de monopole. C'est-à-dire, voilà, je vais éviter de laisser de la place pour les autres acteurs en imposant ma plateforme, en imposant mon format propriétaire et faire en sorte d'avoir une part de marché plus conséquente. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y a une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, il n'y a pas que le fournisseur de casques de réalité virtuelle ou de plateforme. Il y a aussi la partie création de contenu. Et tous les éditeurs de jeux vidéo ont dit oui, mais attendez, ça ne va pas, parce que si à chaque fois il faut qu'on développe un jeu ou qu'on l'adapte pour chacune des plateformes, c'est un coût. Et ce coût, vu le nombre d'utilisateurs de systèmes de réalité virtuelle, systèmes de réalité virtuelle, pour nous, il n'est pas rentable. Donc, soit vous mettez d'accord pour développer une norme qui vous permette de développer une seule fois un jeu et qu'on puisse le porter sur n'importe quel type de plateforme de réalité virtuelle, soit on ne développe pas de contenu pour vos plateformes. Et donc, ces acteurs se sont retrouvés au sein du groupe Chronos pour définir un standard qui est OpenXR. Donc, on avait ici des éditeurs de jeux vidéo qui ont quand même des créateurs de contenu sur lesquels il y avait un objectif finalement de business derrière, qui ont imposé finalement à ces développeurs de casualité virtuelle de se mettre d'accord. Maintenant, là, on va se retrouver dans un environnement où on va être un petit peu moins B2B, mais plutôt B2C. Et donc, va se poser la question de savoir si finalement les utilisateurs finaux qui vont créer eux-mêmes leur contenu vont avoir un poids suffisant vis-à-vis de ces acteurs qui développent des métaverses pour leur dire, attendez, moi, lorsque j'investis, que je crée du contenu sur une plateforme, j'aimerais bien aussi pouvoir le réutiliser sur une autre plateforme. Alors, des utilisateurs de type industriel, on peut imaginer les acteurs industriels qui ont envie de créer leur environnement 3D, soit pour en faire de la vente ou autre, vont devoir du coup investir plus parce qu'il va falloir qu'ils développent des contenus pour chacune des plateformes, qui puissent les administrer, qui puissent les animer, et donc ça va avoir un coût pour elles. Donc on va dire que pour les utilisateurs finaux, il n'est certainement pas pertinent d'avoir une multiplication des plateformes qui soient non interopérables. Donc on verra le poids qu'auront les utilisateurs face à ceux qui mettent en place des plateformes de métaverse, si ils vont réussir à convaincre. C'est une question d'adoption. Le manque d'interopérabilité peut résulter en une non-adoption de ces métaverses. Et donc, je n'ai pas ma boule de cristal, on verra ce qui va se passer. Et c'est clairement un élément clé de voir justement si ce manque d'interopérabilité est un réel frein à l'adoption. On a d'autres exemples, on voit qu'on a plusieurs plateformes parallèles et finalement qui fonctionnent plutôt bien. Donc assez compliqué de se prononcer sur le sujet. Mais voilà. C'est un certain équilibre qui risque de se créer dans les années qui viennent, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on a une plateforme iOS, Android, et à chaque fois, on est obligé d'adapter. Et puis, avec le temps, on a des outils de production de contenu qui permettent de produire des contenus qui fonctionnent sur ces 2 types de plateformes ou sur du Windows ou autre. Donc, il existe aujourd'hui des systèmes d'exploitation différents, et pourtant, on fait avec. Mais je préfère, moi, penser plutôt à une approche web 3D, une technologie commune avec un standard commun qui permette de développer du contenu plus que le modèle, on va dire, application propre à une plateforme donnée pour téléphone mobile. Alors, quand on parle d'interopérabilité et on a abordé la question de l'organisation, finalement, qui pèse sur quoi et comment on fait évoluer tout ça, on arrive très rapidement à la problématique de gouvernance de l'ensemble. On a beaucoup de parallèles dans les discussions actuelles sur le métaverse entre justement ce concept de métaverse et l'Internet actuel, en disant que finalement, le métaverse qu'on imagine, le concept, ce sera une sorte d'Internet, en fait, une sorte de brique de base avec suffisamment de normes, de standards et de process de gouvernance pour que chacun y fasse à peu près ce qu'il veut dans le respect des règles que tout le monde s'est données. Comment tu vois, toi, évoluer
où apparaître cette fameuse gouvernance, peut-être à travers des exemples justement d'OpenAI Cloud ou des groupes de standardisation que tu fréquentes. Est-ce que les institutions, les groupes se posent la question de cette gouvernance globale? Alors, oui, des consortiums comme OpenAI Cloud essaient de se positionner sur ce sujet justement de la gouvernance. Cette gouvernance, ce n'est pas simple, hein. Parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui rentrent en jeu et comme j'ai dit, chacun va vouloir tirer un petit peu la couverture de son côté et donc on va se retrouver avec ces consortiums ou associations qui essaient justement de mettre en œuvre sur un modèle du web des plateformes relativement ouvertes versus, mais malheureusement avec très peu de moyens, versus ces grands acteurs qui investissent des dizaines de milliards de dollars dans la mise en œuvre d'un métaverse. Donc la question de la gouvernance est vraiment pas simple. Encore une fois, j'espère un modèle plutôt orienté web. On verra avec le temps comment ça évolue. Après, les organismes de normalisation comme l'ETSI, 3GPP ou encore Open Geospatial Consortium qui travaille aussi sur ces représentations du monde réel, par exemple. Ces organismes de normalisation ne traitent pas aujourd'hui de la gouvernance. Ils se concentrent plus principalement sur des standards liés aux interfaces, au format des contenus, pas spécialement à la question de la gouvernance. Peut-être qu'il est encore un petit peu trop tôt pour avoir aujourd'hui une gouvernance, mais peut-être que la gouvernance viendra aussi d'une plateforme open source. On pourra tout à fait envisager d'avoir une plateforme de métaverse open source avec une communauté derrière qui soit mise en place et que la gouvernance soit traitée dans le cadre de ce groupe open source. Alors, on a quelques exemples de ce qui se crée actuellement. Alors, même si on a beaucoup de discours plutôt d'un côté de l'Atlantique, on va dire du côté des États-Unis, sur le métaverse et tout ce qui tourne autour, parce que, comme tu l'as dit, hein, Facebook, enfin Meta, a lancé un peu la patate chaude à tout le monde et, plus que lancé, a mis les moyens d'avancer très vite sur ce domaine. Ce ne sont pas les seuls. On sait que Google travaille dessus, on sait qu'Apple est en train de faire son truc, et que de l'autre côté, très clairement, du côté de la Chine et de l'Asie en particulier, on a vu déjà des annonces de Tencent, d'Alibaba, etc. Donc, on voit émerger quand même s'il n'y a pas une gouvernance globale, on voit émerger des pôles avec comment dire, des manières d'envisager cette gouvernance assez différentes. Entre un modèle asiatique, un modèle européen et un modèle américain, on voit qu'on n'est pas tout à fait en phase tout le temps sur sur la même importance. Il suffit de parler des droits des personnes, du contrôle, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces pôles-là se développent avant qu'on ait quelque chose de plus global et que finalement on se retrouve un peu dans, alors, je ne veux pas dire trois métaverses, mais en tout cas au moins trois idées assez différentes de la façon de gouverner tout ça? Après, il va surtout y avoir des réglementations territoriales qui vont aussi jouer un rôle important dans cette gouvernance et dans ce qu'on pourra faire et quelles seront on va dire, les fonctionnalités, les plateformes autorisées sur un territoire donné. Donc, l'Europe déjà regarde de très près les questions de réglementation et de régulation de ces futures plateformes de métaverse. C'est des sujets qui sont aussi traités et qui ont été traités très récemment au niveau de la France. Donc, il y aura de toute façon ces contraintes liées aux réglementations. J'espère qu'elles arriveront assez vite et que ces réglementations ne seront pas, on va dire, avec un décalage, un retard sur la mise en œuvre de ces métaverses. Mais concernant les pôles, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal. On voit qu'on a un Microsoft, comme on l'a dit, un Facebook, un Google, un Apple qui investissent. On n'a pas de réel discours aujourd'hui d'une plateforme commune de métaverse entre ces différents acteurs américains.
et je n'ai pas eu aussi de retour de la part des acteurs asiatiques. Donc on est plutôt aujourd'hui comme je disais, dans le mode où tout le monde investit pour prendre des parts de marché, essayer d'imposer un monopole, et le reste viendra dans quelques années. Donc, malheureusement, j'aimerais bien donner une réponse, mais le futur n'est pas clair. Mais par contre, oui, il y a des fortes questions de confidentialité des données. Enfin, il faut bien voir que on pense souvent oui, en effet, on va créer du contenu, on va créer du contenu dans ces métaverses, mais encore une fois, je rappelle qu'on a des dispositifs, surtout pour les dispositifs de réalité augmentée, qui vont capter le monde réel en continu, qui vont créer des cartographies de ce monde réel, qui vont les mettre à jour en temps réel. Et donc, on va avoir quand même, on va un peu se transformer en Google Card d'ici quelques années. Il y a ce risque. Donc, on aura plein de bénéfices, mais il faudra savoir que au niveau des questions de confidentialité des données liées à ces dispositifs, et ben, on va pouvoir capturer l'ensemble des informations qui concernent la vie d'un utilisateur, son environnement, ses activités. Et évidemment, toutes ces données, elles sont d'une richesse énorme parce que derrière, on va pouvoir lancer des algorithmes d'apprentissage automatique pour essayer d'analyser exactement ce que fait l'utilisateur et connaître son environnement. Donc, on n'est pas juste sur déposer des images de chatons, de chats, ses copains sur Facebook. On est sur des dispositifs qui font une captation temps réel de notre environnement et qui vont être capables en plus d'analyser tout ça. Et on voit bien que la valeur, comme le disait Aurélien Barr, qui gère Augmented World Expo, il estime que, et je suis d'accord avec lui, que la valeur qu'on aura dans ces données et la valeur qu'on aura dans cet Air Cloud et dans ces métavers sera bien plus importante que le système d'indexation de Google pour son moteur de recherche ou que ce qu'on a aujourd'hui avec Facebook. Donc voilà, c'est le risque qui est derrière, qui est lié à la confidentialité des données capturées par ces dispositifs, quoi. Alors, justement, je voudrais terminer aussi par le côté économique. On en a parlé un peu en parlant des parts de marché que veulent capter des acteurs en arrivant finalement sur des terrains suffisamment vierges pour planter des drapeaux et dire je suis chez moi. Mais plus globalement, toi, dans ce que tu vois, encore une fois, dans les travaux de Bicom, dans tous les organismes que tu fréquentes, est-ce que tu vois des modèles économiques qui seraient différents de ce qu'on connaît actuellement? Est-ce que cette idée de métaverse, quel qu'il soit, hein, qu'il soit en réalité virtuelle ou réalité augmentée, va nous amener des modèles qui soient réellement différents de finalement ceux qu'on connaît soit traditionnellement ou même ceux qu'on connaît sur Internet aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, pour ces acteurs, je pense qu'ils ont envie de répliquer un modèle qui fonctionne bien, qui est le modèle lié à la data. Donc la donnée qui est capturée, elle a une richesse et cette richesse, elle voit qu'elle permet aussi d'avoir un grand avance. Enfin, quand on voit toutes les données qui sont capturées, par exemple, et le positionnement aujourd'hui, l'avancée qu'ont ces acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont été capables de collecter un nombre de données extrêmement conséquentes. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais cette donnée, elle a une valeur, quoi. Tu me fais Donc peur parce que aujourd'hui, quand toi tu parles de data, moi je comprends pub. Hein, je fais alors, un peu rude, mais c'est ça. Tu captes mes données, pas toi, hein, mais tu exactement. captes ce que je fais et j'ai la photo du mixeur en 3D dans mon métaverse parce que j'adore la cuisine et je veux mixer ma soupe. Où je développe des fonctionnalités parce que j'ai cette capacité de collecter de la donnée, de lancer des apprentissages automatiques sur une très grande quantité de données qualitatives et très variées. Et donc, j'ai la capacité d'avoir un développement technologique plus rapide que les autres, d'avoir des fonctionnalités qui sont bien meilleures. Et donc, voilà, l'écart va se creuser. Plus un utilisateur va collecter la donnée, plus il va être en avance de phase technologique, vu aujourd'hui le développement très rapide des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, il y a, voilà. Et comment un opérateur qui ne va pas être capable de collecter toutes ces données va pouvoir être en concurrence vis-à-vis de ces autres acteurs qui ont de la donnée, je ne sais pas, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, les acteurs européens ne sont pas spécialement bien placés, en tout cas pour tout ce qui est du domaine B2C. Après, pour
des secteurs industriels, oui, là, on a la donnée. La donnée, elle est aujourd'hui bien maîtrisée. On en a autant que les acteurs américains. Par contre, pour des usages B2C, aujourd'hui, on est à la traîne. On est à la traîne. Et est-ce que tu penses, enfin, là, on parle finalement d'un modèle relativement classique, hein, c'est un peu une mise à l'échelle de ce qu'on connaît actuellement. À la place de capter mes données par mon profil machin, mon profil truc, on va les capter par mon casque. Est-ce que toute la discussion qui a été apportée aussi par Mark Zuckerberg, hein, sur l'économie de la création, la révolution entre guillemets que va permettre toutes les idées de mettre en relation, j'ose pas dire en circuit court, le créateur et le consommateur de sa création, est-ce que c'est juste un bullshit, en gros, pour faire passer la pilule, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière portée par ces standards dont on parle depuis le début? On verra, il faut toujours prendre avec des pincettes les discours de Mark Zuckerberg. Euh, non, il y aura forcément une économie de la création, des contenus créés par les acteurs, les utilisateurs de ces métavers. Ça avait été l'exemple aussi avec Second Life à l'époque. Mm. Il y avait eu un certain nombre de créateurs de contenu qui avaient gagné quelques millions de dollars à travers ces plateformes Second Life. Donc oui, on aura toujours des exemples. Maintenant, oui, ils vont mettre ça en place. Il faut bien aussi, dans la balance de la captation de données, il faut aussi, de ces acteurs, et c'est une contrainte pour l'utilisateur, il faut aussi derrière mettre en place des avantages, des bénéfices, un intérêt pour l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est toujours un win-win. Mm. Je suis prêt à laisser la donnée si derrière j'ai un intérêt à utiliser ces plateformes. Je suis prêt à donner ma position GPS en continu sur mon smartphone si derrière j'ai un service qui me dit voilà, attention, il y a des bouchons dans 3 km, tourne à gauche. Donc, et on aura la même chose ici, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir que ces grands acteurs offrent du service aux utilisateurs pour qu'ils restent, pour qu'ils adoptent cette plateforme. En échange de quoi, il y aura la captation de données. Donc, je pense qu'on sera toujours sur ce modèle-là. Et si le service et la qualité du service qui est proposé est suffisamment importante, les utilisateurs accepteront pour une grande part de partager leurs données avec ces plateformes. Alors, quand on voit toutes les discussions qu'il y a actuellement sur l'utilisation des données par les grandes plateformes, bon, on parle de Facebook parce que bon, c'est un peu emblématique, mais Facebook fait l'actualité. Mais on pourrait parler de la même chose sur YouTube, sur tout un tas d'autres acteurs. On se dit que si ce modèle-là est répliqué, parce que l'économie de la création existe actuellement, hein. Il y a des créateurs sur YouTube, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, il se trouve que celui qui gagne de l'argent, quand même, c'est plus YouTube que les créateurs. Mais bon, ça, c'est la désintermédiation réintermédiée par celui qui veut récupérer l'argent. Est-ce que pour toi, ça reste quand même un modèle qui est, comment dire, vraiment suffisamment ou trop puissant pour passer à autre chose dans les années qui viennent? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur d'autres modèles. C'est Ceux ma, qui sont en c'est ma place fonctionnent conclusion tellement aussi, oui. ceux qui sont en place fonctionnent tellement bien que je crains qu'ils soient répliqués à une échelle peut-être plus importante. Et oui, en termes de création de contenu, on aura encore plus de capacité de créer des contenus interactifs, que ce soit du jeu, de la visite, de plein de choses, enfin des magasins virtuels. Évidemment, les acteurs du monde du commerce vont investir ces plateformes comme il avait fait un petit peu avec ce qu'on a fait à l'époque. Donc oui, tout à fait, mais j'ai encore du mal à me projeter sur un autre modèle. On verra ce que nous dira l'avenir, mais je crains que, en tout cas, ces métaverses prennent la voie de modèles qui sont déjà des modèles qui ont fonctionné, qui ont fait leurs preuves, quoi. On Donc espère quand voilà. même que les travaux des communautés, enfin, tu as parlé d'OpenAir Cloud et de ces communautés-là, des gens qui ont un intérêt et peut-être une vision de l'évolution de ces outils, puissent porter ou apporter des pierres, des chemins pour aller peut-être vers quelque chose qui soit un tout petit peu différent. Parce que j'imagine assez mal. Les modèles actuels, c'est vrai, fonctionnent, hein, en tout cas pour certains acteurs.
euh, les reporter dans un terrain vierge, on va dire, ce serait un peu dommage. Ce serait bien l'occasion de trouver autre chose. Donc, il faut espérer que ces communautés vont nous apporter un peu autre chose. Et le communauté open source, et j'espère, je croise les doigts, en tout cas, c'est mon souhait, d'avoir aussi une alternative open source à ces plateformes métaverses. Et que ces alternatives open source, de pas, encore une fois, justement, les questions de captation de données puissent avoir un poids et un poids suffisant pour pouvoir agir justement sur l'usage qu'on va faire de ces métaverses. Tu parlais de gouvernance. Voilà, c'est mon souhait. En tout cas, on travaille ardument à l'IRTBcom pour aussi développer des solutions open source pour l'AR Cloud, pour les métaverses, justement pouvoir contrebalancer l'offre aujourd'hui, qui est essentiellement une offre issue de solutions propriétaires, et avoir en face une alternative open source pour contrebalancer, justement, pour pas aller dans un futur pleinement solution propriétaire de ces métaverses. Après, il faut que tout se mette en place. Encore une fois, ce sont des systèmes qui sont assez complexes. On voit l'investissement énorme qu'ont ces acteurs. Donc, il y a une question d'organisation, de mise en place De de moyens ces aussi. communautés open source et de moyens qui vont derrière, parce que l'open source, c'est bien. Et il faut que des acteurs, que ce soit des acteurs industriels, des académiques, que tout le monde puisse s'organiser pour proposer une alternative open source à ces solutions propriétaires. Je ne dis pas que les solutions propriétaires vont faire avancer la technologie. C'est très bien, il faut qu'elles soient là, mais d'avoir une alternative open source serait un élément rassurant, on va dire, pour le futur. Eh bien, écoute, merci Jérôme pour cette discussion. Et puis, dès qu'on a quelques infos justement sur ces outils open source et puis sur cette volonté de développement, on remettra des nouvelles et puis on fera peut-être quelques interviews spécifiquement dédiées à cette open source pour que les personnes puissent comprendre aussi l'intérêt qu'il y a derrière et pas uniquement l'intérêt immédiat, mais vraiment l'intérêt à moyen et à long terme sur le développement de ces technos. Merci Grégory pour ton invitation et n'hésite pas, voilà, c'est un sujet évidemment d'intérêt pour l'IRTBcom et tu sais à quel point je suis passionné par ce sujet que sont les métaverses et les technologies Air Cloud. À bientôt alors. À bientôt, au revoir.